Tout d'abord, avant de commencer, si vous êtes parent d'élèves ou tuteur d'élèves en classe de terminale D, TI, C ou F, ou vous êtes élève en classe de terminale C, D, TI ou F, alors cette vidéo est faite pour vous ou pour vos enfants. Partagez-leur le lien. Vous y trouverez la correction expliquée de cette épreuve. Le but est de vous aider à vous préparer sereinement aux examens officiels. Cette vidéo aborde les thèmes suivants. Notion de raisonnement par récurrence. Suite numérique. Dans les suites numériques, vous aurez la monotonie d'une suite numérique, convergence d'une suite numérique, calcul intégral. Dans le calcul intégral, vous aurez le calcul intégral lui-même, l'inégalité des accroissements finis appliqués aux intégrales, intégration par partie. Étude de fonction. Dans l'étude de fonction, vous aurez notion de domaine de définition des fonctions ln et exponentielles, notion de limite des fonctions ln et exponentielles, dérivation des fonctions ln et exponentielles, tracé d'une fonction définie par intervalle, en l'occurrence ici les fonctions ln et exponentielles encore une fois, notion de bijection réciproque. La situation problème. La situation problème portera sur des nombres complexes. Nous aurons besoin des ressources suivantes. Notion de partie réelle et imaginaire d'un nombre complexe, d'affixe d'un nombre complexe Z et les coordonnées d'un point M d'affixe Z. Nombre complexe et R d'un quadrilatère quelconque. La compétence visée est de calculer l'aire d'un champ en forme de quadrilatère quelconque dont on connaît les affixes des sommets. Les affixes ici sont bien sûr des nombres complexes. Bien, c'est parti. Au niveau de l'exercice 1, nous avons à la première question montré que pour tout n, pour tout entier n naturel, n, un est positif. La difficulté pour l'apprenant ici est que l'élève n'a pas l'expression explicite de un. Vous avez une expression implicite de un que nous voyons tout haut là. Et bien, face à une telle situation, il est généralement le cas est de procéder par un raisonnement par récurrence. Bien, raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence ici, la proposition Pn que nous donnons ici est un est positif. Voilà notre proposition, un positif. Voilà. Puisque la proposition Pn doit être vérifiée pour tous les entiers naturels de n, la plus petite valeur dans n, dans grand N évidemment, est la valeur 0. C'est pourquoi nous devons vérifier P de 0. P de 0 est-il vrai? Eh bien, que veut dire P de 0? P de 0, c'est tout simplement U0 est-il positif? C'est ça, P de 0 est-il vrai?
Alors nous savons que U0 est 1 et 1 est positif, d'où P de 0 est donc vrai. Bien, la deuxième partie de notre raisonnement par récurrence consiste à supposer effectivement Pn vrai et de montrer que Pn plus 1 l'est aussi. Bien, supposons Pn vrai. Que veut dire supposer Pn vrai? Cela veut dire qu'on suppose Un vrai. Un positif vrai, plutôt. Un positif vrai. C'est ce que nous supposons. Bien, supposer Un positif vrai revient tout simplement à multiplier encore le même Un par exponentielle de moins Un. Le but étant de construire Un plus 1. Et nous arrivons donc à Un plus 1 positif car Un fois exponentielle de moins Un est également positif. Donc Un est positif. Il y a le signe positif qui a sauté là au niveau de la saisie, mais c'est pas grave. Si vous me suivez attentivement, vous voyez de quoi je parle. Bon, donc, arrivé à ce niveau, nous concluons facilement que P de N plus 1 est également vrai. Bien, ce qui achève donc la première question. Au niveau de la deuxième question, il est question effectivement, de montrer que Un est décroissant. Il faut montrer que Un est décroissant. La suite Un décroissante. Voilà. La suite Un étant définie comme produit de deux valeurs, il est intelligent de penser au rapport plutôt qu'à la différence pour montrer la décroissance. Maintenant, ce rapport, la méthode du rapport impose une condition. A-t-on une suite à signe constant? Donc les termes de Un ont-ils un signe constant? C'est pourquoi la première question, effectivement, les termes de Un sont tous positifs d'après la première question. Donc nous pouvons procéder par le rapport, examiner si le rapport est inférieur à 1. Si c'est le cas, si le rapport Un plus 1 sur Un est inférieur à 1, nous concluons directement que Un est donc décroissante. Voyons ça. Effectivement, cela se fait rapidement en une ligne. Dès que nous calculons ce rapport, nous observons que nous allons obtenir exponentielle de moins Un. L'exponentielle de moins Un est effectivement inférieure à 1 car Un lui-même est supérieur à 0. Si Un est supérieur à 0, ça veut dire que moins Un est inférieur à 0. Donc, exponentielle est inférieure à 1. Exponentielle moins Un est donc inférieur à 1. Ce qui nous permet de conclure que Un est décroissant. La question qui suit consiste à déduire que la suite converge
et de trouver sa limite. Bien. Puisque UN est décroissante et minorée, pourquoi? Parce que nous avons montré que tous les termes de UN étaient positifs. Décroissante et minorée, le cours nous renseigne que si une est décroissante et minorée, alors elles convergent. Donc la convergence est prouvée. Maintenant, lorsqu'une suite définie par récurrence est convergente, alors si elle est définie à l'aide d'une fonction continue dans un intervalle, ça c'est un détail, surtout pour la classe terminale, eh bien il suffit de résoudre l'équation f de L égale L. C'est ce que nous faisons à ce niveau-ci. Et nous arrivons à cette possibilité-là. Pourquoi deux possibilités? Effectivement, l'égalité est vérifiée directement si nous avons L égale 0. Parce que L multiplie les deux côtés de l'égalité. Donc, dès que nous avons L égale 0, l'égalité est vérifiée, nous aurons 0 de chaque côté. Bien, maintenant si L est différent de 0, nous pouvons donc simplifier les L. Et nous avons la deuxième possibilité. Ce qui arrive, c'est que la deuxième possibilité entraîne aussi que moins L égale 0. Nous avons déjà L égale 0. Les deux éventualités nous donnent toujours la même valeur qui est L est égal à 0. Donc finalement, la suite UN converge donc vers 0. La question suivante alors. Il est question de montrer que UN plus 1 égale exponentielle moins Sn. Exponentielle moins Sn. Voilà, pour que ce soit bien vu par tout le monde. Pour arriver à cette relation, nous constatons encore une fois que la récurrence est la meilleure stratégie, puisque nous n'avons pas de possibilité, la suite ayant été définie par récurrence. Bien, notre proposition ici est tout simplement US1 égale exponentielle moins Sn. Voilà notre proposition de récurrence. Un plus 1 égale exponentielle moins Sn. C'est notre proposition de récurrence. Il est question de vérifier que P0 est vrai. P0 vrai voudrait dire montrer que U1 est égal à exponentielle moins S0. Nous avons effectivement U0 plus 1 égale encore U1. Ce qui nous conduit à cette écriture d'après la définition de UN. Et nous pouvons, avec une petite astuce, voir que
U0 peut encore être écrite comme cette somme-là. Ça veut dire la somme de P, la somme de UPP allant de 0 à 0. Ça veut dire que dans cette somme, nous avons un seul terme qui est d'indice 0. Effectivement, ça nous donne toujours U0. Et en mettant moins devant, nous avons effectivement moins U0. Donc, si vous avez posé ça de cette façon-là, vous voyez effectivement que ça nous donne tout simplement un exponentiel moins S0. Voilà. Donc, P de 0 est vrai. Si nous supposons Pn vrai, a-t-on Pn plus 1 vrai aussi? Pn plus 1 vrai. Si nous supposons Pn plus 1, si nous supposons Pn vrai, cela signifie que nous avons cette relation. Et peut-on construire donc Un plus 2 égale exponentielle moins Sn plus 1? Si c'est le cas, c'est que Pn plus 1 est vrai. Alors, nous avons cette relation. Nous voyons qu'effectivement, nous pouvons écrire Un plus 2. Par définition de la suite Un, nous avons cette relation qui est celle de Un plus 2. Et cette relation nous amène à cette écriture pour la raison qui est que Un plus 1 est égal à exponentielle Sn moins exponentielle Sn, autant pour moi. Et donc en remplaçant Un plus 1 par sa valeur, nous avons cette relation. Bien. Nous remarquons aussi que cette écriture peut être écrite comme ceci. Il suffit d'additionner les deux puissances exponentielles que nous avons plus haut et de factoriser par le signe moins. Nous arrivons ici. Et si vous observez l'intérieur de ces parenthèses, si nous avons Sn et on l'augmente de Un plus 1, nous avons effectivement Sn plus 1. Donc ce qui nous conduit à cette relation qui nous achève le fait que effectivement nous avons P de N plus 1 vrai également. Donc nous pouvons conclure de cette proposition. Il est question à la suite de déterminer la limite de Sn. Limite de Sn donc. Limite de Sn. Nous savons que la limite de Un est égale à la limite de Un plus 1. Puisque c'est la même suite. Donc par conséquent, Un plus 1, si Un plus 1 tend vers 0, cela voudrait dire que effectivement c'est exponentielle moins Sn qui tend vers 0. Les élèves vaillants penseront directement que cela voudrait dire que Sn tend vers plus infini. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toutes les fonctions qui fonctionnent de cette façon. Exponentielle le fait parce que exponentielle est une fonction bijective. C'est pourquoi le fait que la limite de exponentielle moins Sn tende vers 0 nous implique que Sn tend vers plus infini. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors que si cette fonction n'était pas bijective, un tel raisonnement serait tout simplement faux. Bien, exercice suivant. Je vous laisse le soin de
d'observer correctement l'exercice. Il s'agit effectivement du calcul intégral associé aux suites. Nous allons voir plein de choses à l'intérieur, effectivement. Le calcul direct des intégrales I0 et I1. Ensuite, il serait question de montrer la relation là, et ensuite de calculer I2. Voilà. Vous avez les intégrales comme ça, mélangées avec des suites numériques. C'est très intéressant, effectivement, très intéressant. Bon, directement, allons voir la première question où il est donc demandé de calculer I0 qui revient au calcul de cette intégrale-ci. Nous pouvons zoomer pour la bonne vue de tous et de chacun. Zoomons. Il s'agit de l'intégrale I0. Il faut calculer ce I0-ci. Bien. Et I1 revient tout simplement à remplacer effectivement n par sa valeur dans cette intégrale-ci. Alors, dans le calcul de I0 revient tout simplement à calculer cette intégrale. La primitive de x est très évidente, elle est égale à 1 demi de x carré. Il faut intégrer dans les bornes 1 et exponentielle, je veux dire le nombre de l'heure. Voilà, nous avons l'expression ci qui va de soi. Très trivial. Bon, donc c'est pas compliqué. Et bien par la suite, il est question de calculer l'intégrale I1. Et là, nous avons une intégration par partie. Il faudrait d'abord rappeler la formule de l'intégration par partie. Si vous avez une expression à intégrer qui se porte sous la forme U'(V), alors son intégrale va donner l'égalité plus bas. Une primitive UV et ensuite U fois dérivée de V qui est à intégrer. Bien. Le piège dans l'intégration par partie est toujours de bien choisir effectivement les éléments, le produit, qui est la dérivée et qui est le nombre à dériver. Dans le cas ici, il est évident, il est très facile de voir que effectivement c'est la fonction ln qu'il faut pouvoir dériver afin que l'expression devienne plus simple et ensuite primitiver la fonction x. Raison pour laquelle au niveau des éléments posés ici, nous posons U' x parce que nous allons trouver la primitive de x et nous posons v exponentielle, v plutôt ln de x. Effectivement, primitive de x 1 demi de x carré et dérivée de ln de x 1 sur x. Très élémentaire là pour le moment. Effectivement, rappelons rapidement que effectivement nous avons
cette intégrale qui revient encore à cette écriture. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit de considérer effectivement que cette intégrale est l'intégrale d'une fonction U' et d'une fonction V. U' étant effectivement la dérivée de U. Alors cette intégrale est donnée par l'expression qui est tout en bas. C'est la formule de l'intégration par partie. Et lorsque nous remplaçons chaque élément par sa valeur, les valeurs ont été déterminées ici en haut. Nous arrivons à cette expression-ci et à cette intégrale-là. Dans la différence de ces deux valeurs. Et l'intégrale 1/2 de x est très élémentaire à évaluer aussi. Très élémentaire. Nous arrivons là et nous arrivons ici. Et nous avons ce résultat. Très simple pour celui qui a compris les formules de l'intégration par partie. Alors nous allons voir quelque chose de plus consistant à la question suivante. Voilà, il faut donc évaluer une expression qui est un peu croustillante, un peu aromatisée, un peu tout. Un peu casse-tête pour ceux qui n'aiment pas se creuser les méninges. Il s'agit d'établir cette relation. Alors là, comme certains élèves aiment le dire, l'acteur meurt dans son propre film. Et après avoir prouvé cette relation, il s'agira de déterminer effectivement I2. Maintenant, il est question de vous rappeler ici que l'élève qui n'est pas capable d'établir cette relation est quand même ne doit pas passer sans voir qu'il pourrait utiliser cette relation pour trouver I2. Pour trouver ce I2 qu'on réclame à ce niveau. Voilà. C'était important de le noter puisque l'élève a déjà calculé I1, donc cette relation le permet d'avoir une relation entre I1 et I2. Maintenant, comment établir cette relation? Quelles sont les informations que nous avons? Nous avons l'intégrale IN. Maintenant, l'intégrale IN-1. L'intégrale IN-1 est tout simplement donnée toujours par cette relation de cette intégrale-ci, sauf que partout où nous avons n dans cette intégrale pointée là, nous allons remplacer tout simplement n par n-1. Et nous devons calculer cette expression pour trouver en fait le nombre de l'heure au carré. Voilà donc ce qui nous attend, quelque chose de croustillant. Allons-y. Nous allons devoir procéder encore une fois par une intégration par partie. Une intégration par partie qui va nous creuser les méninges. Il faut être attentif. Ça va être très intéressant. Je tiens aussi à rappeler que les élèves sont invités à télécharger ces vidéos afin de les regarder plusieurs fois à leur guise, afin que les différentes manipulations soient facilement intégrées. Bien, dans cette intégration par partie, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, déjà, il faut identifier cette relation qui est positionnée ici. Remplaçons chaque élément par sa valeur, ça veut dire chaque IN par sa valeur.
IN, déjà, simplement, IN nous est donné à l'énoncé. Le voilà. IN-1 est donné par l'expression de IN en remplaçant toutes les valeurs par N-1 et nous avons cette intégrale-ci qui est donc l'intégrale IN-1. Bien. La difficulté ici pour l'apprenant est de faire le choix. Que fait-il faire? Que faut-il faire? L'élève qui est assez entraîné pourrait voir qu'effectivement, s'il dérive la fonction exponentielle, la fonction ln à la puissance n, le terme ci pourrait ressortir. Le terme ln puissance n-1 pourrait ressortir. C'est ce qui l'envoie donc à poser une intégration par partie dans laquelle il va donc poser v, la fonction ln de x à la puissance n, sachant qu'il va dériver ce v. Et que ce v, en l'ayant dérivé, il aura déjà créé le bloc C. Donc voilà comment l'apprenant est invité à utiliser de son intuition et de sa créativité. Bien, donc une fois tout ceci constaté, une fois que l'apprenant ait constaté cela, bien, il pose donc, comme nous l'avons dit, il pose V égale ln de x et il pose U prime égale x, sachant qu'il peut rapidement trouver la primitive de x. Rapidement, il dérive donc V et il a cette expression. N'oubliez pas effectivement que pour dériver une fonction puissance, il s'agit de multiplier déjà le résultat par la puissance que nous avions initialement. C'est pourquoi nous avons n ici. Mais la fonction qui a été élevée à la puissance n doit elle-même être dérivée. Donc c'est pourquoi nous avons 1 sur x qui vient en produit encore et nous devons diminuer donc la puissance de la fonction que nous avions au départ d'une unité. Voilà. Donc nous avons donc tous nos éléments pour poser l'intégration par partie. Bon, nous voyons donc que effectivement ça nous donne cette expression-ci, car U fois V c'est cette fonction multipliée par celle-là. Ça nous donne la fonction pointée plus bas. Et V' fois U nous donne la fonction C qui est donc intégrée à ce niveau-là. Bon, une fois que nous nous accordons à ce niveau-là, nous voyons aussi que le rapport n sur 2 ne dépendant pas de x peut sortir de l'intégrale. C'est ce qui nous donne cette expression-ci. Et il nous reste donc cette intégrale-ci. Et l'élève donc qui est assez vigilant constate donc qu'il s'agit effectivement de IN-1. Il a donc IN-1 qui est apparu. Et donc il a donc à la fin cette expression. Bon, donc nous avons une expression de l'intégrale IN qui dépend donc de IN-1. Nous pouvons donc tout remplacer. Nous remplaçons donc IN dans l'expression de départ par sa valeur qui a été déterminée ici. Et nous trouvons donc cette expression qui est là plus bas. Et tout calcul bien fait, en ayant développé l'expression ci par 2, nous trouvons l'expression qui est plus bas là. Et nous voyons donc que le groupe IN-1 se simplifie. Et il nous reste tout simplement l'expression qui est là dans les crochets et nous arrivons aisément à ce résultat. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait penser pour établir cette égalité qui, j'avoue, n'était pas évidente pour l'élève
moyen. Voilà. Maintenant, il est question de déterminer I2, comme nous l'avons dit. L'élève qui n'a pas pu montrer, l'élève qui n'a pu voir cette expression-ci, qui n'a pas pu trouver cette expression, peut tout de même utiliser cette expression-là dans le calcul de I2. Bon, il remarque donc que cette relation le permet d'avoir un lien entre deux termes consécutifs de IN. Donc, il peut donc lier I2 avec I1, comme nous avons ici. Il suffit de poser tout simplement N est égal à 2 pour avoir ce résultat pointé plus bas là. Nous arrivons ici. Puisque nous avons déjà le calcul de I1 que nous remplaçons ici, nous avions calculé I1 plus haut, nous avons trouvé effectivement 1 demi de E carré plus 1. Donc finalement ça va nous faire un produit entre 1 demi et ça nous a plutôt donné moins 1 quart. Ça nous a donné 1 quart plutôt de cette expression là. Donc nous remplaçons juste I1 par sa valeur et nous trouvons cette expression ici. Tout calcul bien fait, nous arrivons plus bas. Bon, donc voilà ce qu'il fallait faire pour solder la question 2. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la question 3. Allons-y. Question 3. Il est question de montrer que la suite IN est décroissante. Ensuite, d'en déduire en utilisant la relation 2. Ça veut dire la relation ci. La relation ci, certainement, puisqu'il n'y a pas une autre relation à 2. Pour déterminer l'encadrement que nous voyons ici. Voilà, donc peut-être encore quelque chose qui va faire creuser les méninges aux différents apprenants. Qu'est-ce que l'élève peut penser à ce niveau-ci? Il faut montrer que la suite est décroissante. Qu'est-ce que nous savons de IN? Nous savons juste que IN est une intégrale. Est-ce qu'il est possible donc de calculer la différence de IN et de IN plus 1? Est-il possible d'évaluer cette différence? C'est une possibilité pour d'autres. Est-il possible de calculer le rapport? C'est plus difficile parce qu'il serait à ce niveau-là. Vous aurez un rapport entre les deux intégrales-ci. Vous aurez le rapport entre ces deux intégrales. Voilà. Donc, il faut plus user de créativité à ce niveau-ci. Il faut vraiment user de créativité. Vous devez donc vous souvenir qu'il est possible de comparer les intégrales si nous avons comparé les fonctions à intégrer. Ça veut dire que si nous parvenons à voir si la suite intégrée ici, si la suite x ln de x puissance n, si cette suite seule est décroissante, alors l'intégrale in serait décroissante. C'était la chose la plus simple, la démarche la plus simple pour résoudre la décroissance de IN. Bon, donc, à ce niveau-là, voyons comment est-ce qu'il fallait procéder. Eh bien, nous posons donc UN, la suite, effectivement, la suite x exponentielle, la suite x
ln de x puissance n. Et nous précisions ici, parce que c'est très important, que x est dans l'intervalle 1, e. E étant mis pour le nombre de l'air, effectivement. Nous constatons rapidement qu'il s'agit d'une suite à terme positif. Donc, le calcul de rapport peut nous permettre de voir si effectivement un est positif ou pas. Nous faisons donc le rapport et nous constatons que nous avons ln de x. Or, ln de x est inférieur à 1 car x est compris entre 1 et le nombre de l'heure. Donc, un est donc une suite décroissante. C'est un que nous venons de prouver que un est décroissant. Nous n'avons pas encore prouvé que in est décroissant. Effectivement, pour tout n appartenant à grand N, nous avons effectivement un plus grand que un plus 1 car nous venons de montrer que la suite est décroissante. Ça veut dire que si nous intégrons dans chaque membre de notre inégalité, nous aurons effectivement l'inégalité qui lie les intégrales là, ce qui nous permet d'avoir la dernière inégalité. Et donc finalement, notre suite est donc décroissante. Voilà. Maintenant, il s'agit d'en déduire l'inégalité, cette chaîne d'inégalité. Il s'agit d'en déduire cette chaîne d'inégalité. Mais il est question d'utiliser la relation de... Qu'est-ce que l'élève pouvait penser ici? Nous pensons qu'il était plus simple pour l'apprenant à ce niveau-ci de effectivement poser encore un raisonnement par récurrence où il se donne la proposition Pn là. Il s'agit donc de montrer P0. Montrer que P0 est vrai revient à montrer qu'effectivement nous avons toujours cette inégalité, c'est vrai lorsque cette inégalité c'est plutôt vrai lorsque n vaut 0. Il s'agit donc de e au carré sur 3 qui doit être inférieur à i0 et qui doit être inférieur aussi à e au carré sur 2. Effectivement, nous avons de manière évidente e au carré est plus grand que i0 pour la simple raison que i0 est la soustraction entre e au carré et demi. Comme vous pouvez le voir ici, si vous développez là, il s'agit de faire une soustraction entre e au carré et demi. Or, si c'est déjà une soustraction entre e au carré et demi, cela voudrait dire que e au carré est plus grand. Donc c'est ce qui nous permet de plaquer directement ici que e au carré sur 2 est plus grand que i0. Et donc, au passage, nous remarquons aussi que i0 est proche de 3,1. Proche de 3,1 pendant que e au carré est proche de 2,46. Voilà ce qui nous permet d'établir l'inégalité qui est plus bas. Maintenant, ce n'est pas un raisonnement qui est très rigoureux, surtout au niveau de ces approximations-ci. Mais dans beaucoup de circonstances, c'est un raisonnement qu'on pourrait tolérer, surtout en terminale, on pourrait le tolérer. Bon, mais il n'est pas rigoureux parce que quand on dit que c'est proche, quel est donc l'ordre de grandeur quand on parle de proximité? C'est un peu à ce niveau que le raisonnement est légèrement faillible, mais je dis encore que en terminale, on pourrait tolérer ce type d'approche. Bon, ce qui nous permet donc de conclure ici que P0 est vrai. Voilà. Maintenant, vous êtes invité vous-même, parce que je le fais toujours, vous êtes invité vous-même à procéder par récurrence en utilisant l'inégalité 2 pour affirmer effectivement qu'on a la chaîne d'inégalité qui est plus haut. Ce n'est pas très difficile, vous êtes censé pouvoir
y arriver. Si vous n'y parvenez pas, vous pouvez tout simplement m'écrire en commentaire et je vous sortirai le raisonnement. Bien. À la suite, il est question de Par la suite, il est question de montrer, de calculer plutôt, autant pour moi de calculer plutôt les limites, IN et NIN. Là, il faut être vraiment très prudent. Effectivement, la limite IN se voit facilement par le théorème de Gendarme. Si on utilise le théorème de Gendarme à ce niveau-là pour calculer les limites des deux bornes de notre encadrement, des deux extrémités de notre encadrement. Et vous allez donc déduire qu'effectivement, IN tend vers 0. Donc, nous allons voir ce raisonnement de près. Mais c'est le calcul de NIN qui est légèrement délicat. Bien. Allons voir les solutions. Qu'est-ce que nous avons au niveau de la solution? Nous constatons qu'effectivement, au niveau du théorème de Gendarme, si nous calculons les deux bornes de notre inégalité, nous trouvons toujours 0. Cela veut dire donc que IN tend vers 0. Eh bien, le calcul de la limite suivante, il consiste tout simplement à multiplier tous les membres de l'inégalité par n pour pouvoir construire NIN et d'utiliser une fois de plus le théorème de Gendarme pour déduire la valeur de la limite de la suite qui est effectivement bornée par les deux suites que nous avons aux extrémités. Effectivement, nous constatons que les deux suites ont la même limite. Les deux suites ont la même limite qui est le nombre de leurs au carré. Et donc finalement, cela voudrait dire que notre suite là converge donc vers le nombre de leurs au carré. Exercice 3. Au niveau de l'exercice 3, l'apprenant est invité à déterminer le domaine de définition de la fonction qui est effectivement défini par intervalle. Une fonction ln lorsque nous avons des valeurs positives. Lorsque nous avons des valeurs négatives plutôt, une fonction ln. Et une fonction exponentielle lorsque nous avons des valeurs positives. Il est question de déterminer la continuité et la dérivabilité en 0. Voilà, dans un premier temps, continuité et dérivabilité en 0.